Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. On est toujours à Québec, au Québec. Gros programme cette semaine. Écoutez, on va parler d'actualité, sujet libre, banc d'essai aussi. J'ai prévu quelque chose pour vous. Mais on va surtout parler de la loi zéro. Et pas nécessairement celle d'Asimov. En fait, on va en parler un peu, mais je veux surtout parler du projet Loi Zéro de Yoshua Bengio. J'ai bien hâte de voir si vous en avez déjà entendu parler en France. On y reviendra un peu plus tard. Ils sont deux avec moi aujourd'hui. Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien. Vous autres? Ben oui. Stéphane Mignot est là aussi. Salut à vous. Salut. Il y avait Sylvain qui était supposé être là aussi. On verra s'il se pointe en cours de route. Bien hâte de vous entendre, messieurs, aujourd'hui. On va sauter dans notre premier sujet. Le projet, je l'ai annoncé en entame, le projet Loi Zéro de Yoshua Bengio. Vous avez sûrement vu ça si vous êtes au Québec. C'est un incontournable si vous suivez en plus l'IA. Si vous êtes en France, peut-être pas, là. Stéphane, est-ce que vous en avez entendu parler en France un peu? Alors non, je suis passé à côté. Et pourtant, il y a pas mal de nouvelles sur l'intelligence artificielle qui tombent très régulièrement. Ben voilà, C'est Vivatech, hein, chez vous. Oui, en ce moment, c'était Vivatech, tout à fait. Ben c'est ça aussi. C'est important de tisser notre communauté bien serrée, là, parce qu'en français, on n'a pas nécessairement les mêmes buzz, les mêmes nouvelles, d'où l'importance de s'informer mutuellement. Le projet Loi Zéro, c'était la semaine dernière, donc autour du 3-4 juin. Yoshua Bengio annonçait la création d'un OBNL, là, donc un organisme sans but lucratif nommé Loi Zéro, un organisme qui, sa responsabilité, ce serait de créer, c'est comme ça que ça a été annoncé, créer un modèle d'entraînement de système d'IA qui serait très sécuritaire afin d'éviter, et là ce sont les mots de Bengio, éviter que cette technologie se retourne contre son maître. Hein? On reconnaît bien le discours. Et dans le communiqué, on mentionne que l'objectif, c'est de rassembler une équipe de calibre international. Donc, si ça vous tente de faire partie de l'équipe, vous le saurez, internationale. Une équipe internationale pour bâtir la prochaine génération de systèmes d'IA dans un environnement où la sécurité de l'IA prime sur les impératifs commerciaux. J'ai bien aimé cette formulation. Et on mentionne aussi que le travail du projet en tant que tel, Loi Zéro, contribuera à maximiser le potentiel transformateur de l'IA, tout en réduisant les nombreux risques. Et parmi les risques mentionnés, on parlait des biais algorithmiques, des usages malveillants et de la perte de contrôle humain. On y revient. Donc, Stéphane, pas entendu parler de ça. Comment tu reçois ça, comme projet, à froid, comme ça? Alors là, j'ai du mal à comprendre si c'est un modèle en particulier qui respectera tout ça ou si c'est un modèle qui surveillera les autres. Ça, Je pense que sais c'est pas. plus la deuxième option que tu formules, donc un modèle d'entraînement de système d'IA. Donc, je pense que ça se veut un méta-modèle qui serait là pour surveiller les nouveaux systèmes d'IA créés de façon à ce que tout ce beau monde-là soit sécuritaire, là. Eh ben, alors, je suis très curieux de d'avoir plus d'éléments sur son projet parce que, voilà, il y a plein de questions qui m'arrivent en tête pour résoudre ce problème. Je pense que c'est un vrai casse-tête. Est-ce que c'est bien, pas bien je sais pas. J'ai l'impression qu'on. Ouais, je suis toujours un peu ambigu sur ça parce que j'ai l'impression qu'on essaie de contrôler un développement qui se fait un peu naturellement, même si effectivement c'est un développement très industriel. Et en même temps, je pense qu'il y a on a un vrai positionnement, mais qui peut pas être unique, je pense. On peut pas, enfin de mon point de vue en tout cas, je pense que
on doit tous être sensibilisés à l'éthique et se poser des questions sur comment modérer un modèle ou comment s'en servir. Mais je ne pense pas que ça peut être quelque chose d'unifié. Enfin, en tout cas, c'est un point de vue là comme ça. C'est ambitieux, on peut le dire comme ça. Là. C'est pas rien. Puis il y a aussi l'idée qu'on pourrait contrôler tout ça. Les enjeux sont plutôt les idéaux sont élevés, les objectifs sont très élevés, mais qu'on pourrait réaliser ça à partir de systèmes informatiques. Là aussi, j'ai l'impression qu'on réduit un petit peu c'est sûr que c'est ça qu'ils font, eux autres, de travailler en informatique, mais dans les prétentions, si on réussit à faire ça, là, contrôler à l'aide de systèmes informatiques, ben bravo. Mais quand même, ça reste ambitieux. Fred, de ton côté, comment tu as reçu ça, cette belle nouvelle-là, la semaine passée? Moi, je dirais enthousiasme. Là, faut comprendre que j'ai des réserves, là, évidemment, là, comme d'habitude. Là, on dirait que je suis capable de faire autrement que d'avoir des réserves. Mais tu sais, d'un point de vue objectif, il faut s'inquiéter de l'intelligence artificielle puis de ses applications militaires. Il faut s'inquiéter de l'influence qu'exerce cette industrie-là sur notre quotidien, sur les politiques publiques, sur la société civile, puis etc. Il faut s'inquiéter du mode de financement aussi de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on finance le développement de ces choses-là? Il y a une proximité entre les grands financiers de ça, par exemple, les firmes de capital de risque, les organisations, je dirais, avec des agendas particuliers. Il y a vraiment une convergence entre d'énormes moyens financiers puis des objectifs qui sont pas simplement applicatifs ou commerciaux, mais des objectifs qui sont aussi politiques puis militaires. Puis c'est pour ça qu'il faut s'en inquiéter. C'est que ça nous échappe, finalement. Une des raisons, donc pourquoi est-ce qu'il faut s'en inquiéter? La première, c'est on n'est pas consulté ou à peu près pas sur ces enjeux-là. S'il y a des controverses qui ont lieu à propos de l'intelligence artificielle, c'est généralement des ingénieurs qui ont ceux qui sont formés pour être techniques, qui connaissent la technique ou cette technologie-là, qui peuvent y répondre. Puis une des réponses qui est généralement entendue puis qui est très commune, c'est en gros de dire, puis vous allez peut-être remarquer ça, là, puis c'est pour ça que je vais revenir à la loi zéro, là, c'est, il y a quelques années, on parlait d'éthique de l'intelligence artificielle, puis à quel point c'était important, puis de plus en plus, on entend surtout parler de sécurité de l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est super important aussi, on s'entend, là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'en préoccuper. C'est fondamental, là, oui, puis c'est une partie qui est nécessaire, là. Sauf que si on centre les controverses entourant l'intelligence artificielle autour de la question de sécurité, ça veut dire évidemment qu'on laisse toute la parole à ceux et celles qui ont l'expertise pour gérer ça. Pour gérer la sécurité. Hein? Oui, puis pour la comprendre, c'est ça que je trouve que ça réduit un petit peu le problème à quelque chose de technique, de quelque chose de... C'est ça. Fait que si objectivement je suis l'allié de la loi zéro, puis tu sais, avis comme ça, si jamais Benjio entend parler de notre podcast, puis qu'il me dit ce serait le fun d'avoir Plamondon avec nous autres, je vais lever la main, c'est sûr. Je vais faire ça dans mon service à la collectivité, ça va être gratuit en plus. Ben oui, moi aussi, je suis prêt à participer. Là. Mais fait que, tu sais, là-dessus, je pense que, pour le dire comme ça, je suis vraiment all-in avec eux autres. Je pense que les problèmes qui sont soulevés là sont importants. Il faut que ce soit connu du public. Il faut que le public s'y intéresse. Il faut que la société civile s'approprie ces enjeux-là. Il y a peut-être des enjeux plus de pédagogie et de communication aussi dans cette entreprise-là. Là. C'est ça. Fait qu'il faut faire la part des choses. Mais moi, personnellement, je trouve ça génial que ce soit aussi au Québec. Tu sais, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un produit du terroir encore, puis on verra pourquoi tantôt, mais c'est au moins au Québec. Ben oui, c'est vrai. Puis ben, tu sais, moi, je pense que, ben, comme ils disent eux autres mêmes, faut voir ça avec joie. C'est comme ça qu'ils ont dit ça. Oui, je me rappelle plus de la formule. Essaye de retrouver la formulation. Oui, c'est avec joie et... Ah, je l'ai-tu ici? J'ai oublié. Je vais essayer de le retrouver. Je pense que je l'avais tantôt, mais on parlait de la joie dans le communiqué officiel. Là. C'est ça. Ramener la joie. Ben, pourquoi pas? Ramener la joie. C'est la première fois que je voyais ce mot-là utilisé quand on parle d'intelligence artificielle puis de sécurité de l'intelligence artificielle. Ce qui, je l'avoue, a déclenché en moi un doute. Coudonc, ça a été généré, cette affaire-là. Mais, ouais, c'est ça. Moi, il a écrit ce communiqué-là. Là. C'est ça. Mais je pense qu'il faut... En tout cas, moi, j'accueille ça avec ouverture et joie.
Et joie, ben oui. Moi, ce qui a attiré plus, c'est vrai que le mot joie, je me rappelais plus, mais le maintenant que tu le mentionnes, c'est vrai que ça avait attiré mon attention. Moi, c'est quand on parlait de la primauté de la sécurité des hommes sur les impératifs économiques. Donc, je trouvais ça réducteur de juste parler de sécurité, mais de mettre la primauté de quelque chose qui relève davantage de l'éthique sur les impératifs économiques. Ça, je me dis, ça, en tout cas, au moins, on rappelle que les impératifs économiques, là, c'est un enjeu là, en ce moment. Là. Donc, il y a une tension entre les enjeux quasiment éthiques et les impératifs économiques. Là. Comme quand Benjo nous parlait de son contrôle de l'ours, là, rappelons-nous de l'histoire de l'ours, là. Il disait, il y a un ours, il est petit, puis à un moment donné, l'ours, il va venir te prendre un poisson dans tes mains. Là. Donc, il fallait contrôler l'ours. Puis moi, dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il faut contrôler l'ours ou contrôler l'industrie qui crée l'ours? Parce qu'il y a ça aussi derrière. Là, si l'ours, c'est l'appareil technique, c'est les intelligences artificielles, au-dessus de ça, en ce moment, là, ceux qui créent, c'est plutôt eux autres là, qu'on a de la difficulté à contrôler, à mettre des barrières, à imposer des normes, à les contraindre à se conformer à nos normes, sinon nos lois en ce moment. Là. Absolument. Et je suis pas sûr que ça soit une volonté. Hein. Pour le coup, je suis pas sûr que les États aient pour volonté de contrôler ces sociétés. Non, parce que ça serait contre l'innovation et la croissance économique. Tu sais, la régulation, c'est pas vu d'un bon œil, peu importe ces différentes modalités, là, mais c'est pas apprécié beaucoup. Là. Puis avec la quantité de pouvoir qu'ils ont, c'est sûr qu'ils disent, écoute, on fera juste pas ça chez vous. Tu sais, puis, Ouais, il y a ça aussi. Si on veut les aligner sur le bien commun et la joie, là, ces IA-là, c'est ça. Il faut au moins avoir notre mot à dire sur le cours et le développement de l'IA. Puis ceux qui contrôlent le cours et le développement de l'IA, ce sont ces grandes compagnies-là. Donc, si on n'a pas notre mot à dire à quelque part, on perd aussi ou on les laisse carrément décider qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le sécuritaire, qu'est-ce qui est le juste, là. Oui, puis c'est pas exactement les premiers. Bien, moi, je suis tout pour ça, de dire qu'il faut résister aux pressions externes, notamment financières, puis internationales aussi. Là. Moi, je suis vraiment pour ça. En fait, ça me semble être un réflexe qui est nécessaire. Là. En fait, c'est presque existentiel là, dans ce sens-là. Puis le fait que ce soit une OBNL, peut-être que ça va vers là. J'aurais aimé ça voir quelque chose comme un modèle coopératif, peut-être. Je dis ça comme ça. Plus difficile d'obtenir du financement, c'est sûr, mais plus robuste aussi. Parce que, on a un exemple connu d'un OBLL qui travaille pour le bien de l'humanité, puis c'est finalement... c'est OpenAI, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, résister aux impératifs financiers, on a comme un cas d'espèce assez clair que ce modèle-là résiste pas nécessairement bien, en fait, à ce genre de pression externe-là. Ce qui fait que j'ai hâte de voir comment la gouvernance de ça est faite, puis, tu sais, vers où ça s'en va, là, mais c'est ça. Joie et... ouais. Et tu disais ça serait fait techniquement, donc un modèle d'IA, donc je suppose. Mais il y a quand même une équipe pluridisciplinaire ou c'est juste une équipe d'ingénieurs? Bonne question. Moi, je suis intéressé à savoir c'est quoi cette équipe-là de rêve international. J'imagine que c'est une équipe multidisciplinaire. C'est ce que je souhaiterais là, pour aborder des enjeux et des problèmes aussi importants. Là. Moi, je me suis penché sur cette question-là, puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu tantôt avant de vous vendre le punch, là, parce que c'est ça, mais il faudrait d'abord voir ce que les autres proposent, je pense. C'est donc le scientifique IA, là, ou l'IA scientifique, qu'est-ce que c'est, tu sais. Mais juste pour... L'équipe actuelle est vraiment bardée d'expertise et de compétences. Là. Ça, il n'y a aucun doute. Là, c'est de niveau international. Là-dessus aussi, j'ai aucun doute. Puis c'est très bien réseauté aussi. Là, là-dessus, sur l'expertise, là, c'est de la fine pointe, à mon humble avis. Est-ce que c'est une équipe qui est interdisciplinaire? Pas du tout. Puis c'est une des réserves que j'avais. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nous autres, en fait. C'est que s'il y a des postes qui ouvrent dans l'avenir... Est-ce qu'on est de calibre international? Je ne sais pas. Jusqu'à temps que tu sois embauché à l'international, oui. Là, ça se peut. Mais j'ai pas de publication encore dans des grandes revues, ce qui fait que... Mais ça fait partie de mes réserves. Mais peut-être qu'on peut avancer avec ça. Parce que, pour répondre à ta question tantôt, Stéphane, que tu soulevais, je pense qu'ils veulent faire les deux. Hein, ils veulent développer
des technologies, en tout cas d'intelligence artificielle, qui pourraient servir à réaligner des modèles ou à garantir l'alignement de certains modèles ou de systèmes algorithmiques. Donc finalement des espèces de produits aftermarket là, qui pourraient intervenir en amont du système algorithmique dans le but de garantir son alignement ou en tout cas de garantir sa sécurité. Mais ils veulent aussi développer un modèle qui ne serait pas agentique. Donc, loi zéro, puis c'est pour ça moi que je suis plutôt enthousiaste puis que j'accueille ça, cette proposition de la couverture, c'est que il se pose en critique de l'IA agentique. Puis ça, je trouve que c'est important puis que ça mérite l'écoute puis la collaboration si il lève la main en disant on a besoin de collaborer. Oui, puis c'est intéressant comme discours en ce moment parce que ça pousse fort là, vers l'IA agentique en ce moment. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la ref avec la loi zéro, la loi zéro, c'est dans Asimov. Donc, la loi zéro, en fait, est arrivée après les lois 1, 2, 3. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez des lois. J'imagine. Là, si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, il faut que vous ayez lu un peu de Asimov puis les robots. Les lois de la robotique, c'était... il y en avait 3 au début. La loi 1, c'est tu fais pas de mal à un être humain. La loi 2, tu ne te retournes pas contre ton maître. Tiens, pour reprendre, c'était pas comme ça qu'elle était formulée, mais c'était exécuter les ordres des humains, disons. Puis la 3e, c'était l'autoprotection, donc la protection du robot en tant que tel. Là. Tu fais pas n'importe quoi, tu compromets pas ta propre intégrité en tant que robot. Puis il y avait une hiérarchie, évidemment. Là, donc là, tout en haut, là, c'était tu fais pas de mal à un humain, puis tu te protèges toi-même, mais à la condition d'abord de ne pas faire de mal à un être humain. Donc tout ça, c'était bien hiérarchisé. Puis la loi zéro, c'est arrivé un petit peu plus tard dans les livres d'Asimov, dans un livre qui s'appelle Prélude à Fondation. Donc c'est arrivé un peu plus tard dans son récit. Puis la loi en tant que telle, j'ai sorti l'extrait, tiens, je vous le lis. Il lui semblait qu'il y aurait dû avoir une loi encore plus générale que les 3 précédentes. Il l'avait baptisée la loi zéro, puisque zéro vient avant 1. Merci. Elle s'énonce ainsi. 0. Un robot ne peut porter atteinte à l'humanité exposée au danger, ni en restant passif laisser l'humanité exposée au danger. C'est dans Prélude à Fondation. 89, l'édition que j'ai trouvée, ça s'appelle Le Commencement, oui, Prélude à Fondation, page 332, si vous voulez retrouver l'extrait en question. Mais c'est intéressant. C'est comme si Asimov, dans sa réflexion, se disait on a besoin de quelque chose de plus. L'intelligence artificielle, les robots, il ne faudrait pas perdre le contrôle. Il ne faudrait pas que ces outils-là nous exposent au danger. Il ne faudrait pas non plus qu'ils restent passifs s'ils constatent que l'humanité est exposée au danger. Voilà la loi. Intéressant. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit en veille et s'il ressent que l'humanité est en danger, il faudrait qu'il intervienne. Quoi. Activement on laisse ce champ, ou passivement. Là. Je ne sais pas si le projet Loi Zéro, c'est un projet de type actif et passif, là. Mais en tout cas, dans les ambitions, comme il le formule, il y a des parallèles. Là. Essayer de protéger l'humanité qui serait exposée à un danger. Est-ce que vous voyez des difficultés là-dedans de mettre en œuvre cette loi zéro? Parce qu'Asimov, il l'a testé. Il l'a testé dans son univers, là, mais... ça dépend de la perspective. T'sais. Dans une perspective humaine qui comprend le sens, qui est incarné, qui se sait en train de penser, qui comprend qu'il y a des pensées puis des idées qui viennent de lui, qu'il y a des valeurs, des affects, puis que ça lui appartient, si on veut, c'est facile de comprendre le sens de porter atteinte à un être humain en restant passif ou laisser cet être humain exposé au danger. Mais d'un point de vue, d'une perspective algorithmique, c'est quoi ça, l'exposition au danger? On traduit ça comment s'exposer au danger? Est-ce que le danger, par exemple, est-ce que c'est juste le danger à l'intégrité physique? Puis comment est-ce qu'on définit ce que c'est le danger,
je sais pas moi, morale, tu sais, ça se peut, ça. Ou, Oui, est-ce qu'on se rend jusque-là? Comment est-ce qu'on se rend jusque-là? Après ça, qu'est-ce que ça veut dire obéir à des ordres donnés par des êtres humains, sauf de tels ordres en contradiction avec la première loi? On s'installe comment? Dans une perspective humaine, c'est facile de comprendre ça parce que si jamais on commet une erreur en cours de route, on n'est pas juste autonome, on est capable de réflexivité critique puis de modifier les valeurs puis les normes qui régulent la stratégie d'action. Mais d'un point de vue d'une perspective algorithmique, là, ça veut dire quoi, ça? Oui, ça veut dire quoi? Puis tu vois, tu pointes vers des difficultés qui avaient été abordées, entre autres, dans Prélude à Fondation, où on disait, ben, tu sais, les trois premières lois sont compliquées, là. Il y a des robots qui... La tête explose, là, avec ces trois premières lois, parce qu'il y a des conflits de normes, puis des conflits de... Mais la loi 0 est encore plus compliquée parce qu'il dit, ben, les trois premières lois, c'était quand même assez simple. On parlait d'un être humain concret, là, une personne comme toi et moi. Puis, on parlait de robots en tant qu'individu, là. C'est-à-dire qu'un robot aussi, on peut toucher un être humain, on peut toucher un robot. Donc, si on peut leur toucher, c'est quelque chose de concret, on peut les protéger. Donc, les trois lois étaient dans cette perspective-là. Mais dans la loi 0, il y a l'humanité là, qu'on invoque, là. On ne peut pas vraiment toucher à l'humanité, là. C'est un concept, là. Fait que quand on se met à protéger l'humanité en tant que concept, on protège quoi? Puis comment on fait pour enseigner ça à un algorithme de protéger l'humanité, là? Déjà, l'humanité, c'est abstrait, là. C'est-à-dire qu'on regroupe plusieurs êtres humains réels sous le terme humanité, mais humanité aussi, il y a un sens moral, là. Être humain, un geste inhumain. Donc, c'est plus compliqué que ça, là, de dire on va protéger l'humanité. Si tu veux traduire ça en langage algorithmique, j'ai hâte de voir la programmation, là. Ben, je pense pas que ce soit un modèle qui va protéger l'humanité parce que ce serait un peu en contradiction avec ce qu'ils essayent de faire, là, si on veut. Mais plutôt que organisationnellement, sur le plan de l'organisation, ces valeurs-là vont guider le développement, leur recherche et le développement des technologies qu'ils veulent développer. Maintenant, ces valeurs-là, qui sont des valeurs organisationnelles, comment est-ce qu'à l'interne, elles sont soutenues, comment est-ce qu'on les rend vivantes, comment on leur donne une forme dans l'organisation, comment est-ce qu'elles viennent influencer la nature, la culture organisationnelle de loi 0, puis comment est-ce que cette influence-là va s'exprimer à travers comment ces valeurs-là organisationnelles vont être institutionnalisées dans les pratiques de loi 0. Ça, c'est des questions qui sont typiquement managériales, là, si on veut, là, pour me donner une tape dans le dos, mais ça, je pense pas que ce soit des modèles algorithmiques qui vont pouvoir répondre à ce genre de choses-là. Ce serait un peu en contradiction. On a développé, pour protéger l'humanité, on a développé un système d'intelligence artificielle capable de protéger l'humanité. En tout cas, ça me semble contradictoire. Oui, c'est ça. Et contradictoire avec leur mission aussi, il faut le dire. Fait que, mais c'est intéressant de réfléchir au contenu éthique de la symbolique derrière le nom de la compagnie. Moi, ce qui me pose problème, c'est que déjà, alors, en tant qu'être humain, alors, je pense qu'on aimerait tous peut-être sauver l'humanité. Enfin, voilà, on pourrait tous avoir cette ambition-là, de manière générale. Maintenant, en tant qu'humain, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes solutions, on n'a pas tous les mêmes trajectoires pour faire ça. Je pense pas qu'il y ait une règle. Je vois pas effectivement comment on pourrait envisager de faire quelque chose qui soit unifié pour protéger l'humanité. Déjà, nous, on a du mal, entre humains, à protéger l'humanité. Ben oui, il y en a quelques-uns qui ont des certitudes. Quand on arrive pour définir c'est quoi le bien, là, il y en a quelques-uns qui ont des certitudes, puis la plupart du temps, ils se tapent sur la gueule parce qu'ils finissent en guerre, là, ceux qui sont vraiment certains de leur conception, là. Donc, il y a ça aussi. Quand on dit on prend un objet technologique, puis on l'aligne sur le bien, mais le bien... Oui, il y a des consensus, là, mais ça reste débattable, là. C'est pas comme si on l'avait défini et on était capable de rentrer ça dans une formule, là. C'est ça. Et puis alors le figer dans un algorithme, ça me paraît un peu effrayant aussi, parce que moi j'aime bien aussi pouvoir changer d'avis quand j'apprends des nouvelles choses. Figer, enfin, j'imagine qu'il pourrait l'entraîner régulièrement, ou enfin, en tout cas l'adapter au fur et à mesure. Enfin voilà, ça me fait un peu peur de ce point de vue-là. Alors je pense, voilà. C'est une bonne démarche, c'est louable. On
je suis très curieux de la suite. Bien hâte de voir. Puis sur le dernier point que je voulais aborder, c'est sur vous savez, la prophétie de nous annoncer le pire aussi. C'est curieux, mais ce sont les mêmes qui nous annoncent les plus grandes promesses de l'IA, qui nous font aussi les plus grandes peurs, là. Il y a sûrement un lien à faire avec ça, là. C'est-à-dire que la prophétie de l'humanité risque de disparaître, là, parce que là, on est rendu dans des échelles de 10 ans, là. Dans le discours, dans des extraits, là, on voit ça apparaître. Alors, l'humanité pourrait disparaître dans 10 ans. Ouais, ça se peut. Je ne veux pas faire peur à personne. Je ne veux pas non plus essayer de vous rassurer, mais comme affirmation, là, d'un point de vue logique, en philologique, là, ce genre d'affirmation-là extrême, là, c'est très dur à réfuter, là. C'est-à-dire que ça sort du champ de la raison, parce que comment veux-tu dire à quelqu'un qui affirme ça qu'il a tort? Parce que, vous savez, Yoshua Bengio, il est sûr de ne pas se tromper avec une genre d'affirmation comme ça. Bien, d'abord, si l'humanité disparaît dans 10 ans, il a raison. Puis on ne pourra pas lui donner un petit prix Nobel parce qu'on ne sera plus là. Puis si ça ne se passe pas, bien, il a aussi raison. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est parce qu'il nous a mis en garde que ça ne s'est pas passé. Donc, ce genre d'affirmation-là, là, qui annonce le pire et le très pire, c'est ça. C'est d'un point de vue juste logique, là, ça devient compliqué d'articuler puis d'argumenter contre ce genre d'argument-là, parce que ça sort du champ du raisonnable, au sens où c'est difficile d'en discuter même. Ben ouais, moi je suis pas contre un peu de marketing sensationnaliste si ça sert l'objectif d'attirer l'attention sur les impacts de cette technologie-là sur les communautés, sur nos sociétés, notre quotidien, puis ce genre de choses-là. Mais je suis d'accord avec toi que ça va un peu loin, mais tu vois, on a l'habitude d'entendre ça, hein. C'est quelque chose même qui a été noté dans par plusieurs observateurs, là. La Silicon Valley est bonne pour annoncer l'apocalypse. Ça dure, il y a même un... Et les plus grandes choses aussi. Oui, aussi, c'est ça. En On même dirait temps, que ce sont les mêmes qui nous annoncent. Ben, c'est là où je voulais en venir, en fait, c'est qu'il y a, dans cette façon-là de fonctionner, il y a plusieurs personnes qui ont noté le fait qu'il y avait, non seulement c'est un discours de légitimation, hein, cette technologie-là... Si le pire va se produire puis on a les solutions, ben donc, il faut réagir maintenant, c'est ça. Maintenant, il faut investir sur les solutions. Fait que ça vient légitimer une action, mais aussi ça contribue à faire de la capture régulatoire pour la raison suivante, c'est que, tu sais, quand OpenAI, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais OpenAI, dans un de ses system cards, je pense que c'était 3.5 ou 4.0, là, 4O, je ne sais plus, disait, on a remarqué que ce modèle-là avait... parfois des stratégies d'appropriation de ressources, par exemple. Ou qui a menti. Tu sais, Anthropic, c'est pas la première fois que Anthropic l'a fait là récemment en disant que sa dernière version, il faisait des menaces à son... faisait des menaces. Puis c'est pas la première fois. L'affaire, c'est que ça vient de ces compagnies-là. Puis après ça donne un argument. Je sais pas s'ils ont raison ou pas, hein. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert de l'évaluation des modèles, ni un expert technique de l'intelligence artificielle. Sauf que d'un point de vue extérieur, c'est comme si une compagnie de cigarettes disait quelque chose comme « On a détecté dans le tabac que ça pouvait causer tel type de maladie, puis maintenant on a un nouveau tabac, puis on a l'expertise pour créer un nouveau tabac qui ne causera pas ce type de maladie-là, donc on est fort, faites-nous confiance. » Ben là, tu as un peu la même chose. Tu as OpenAI ou Claude, qui sont deux compagnies qui visent le développement d'une intelligence généraliste ou artificielle généraliste ou générale, là, peu importe comment on l'appelle, puis qui ont le beau jeu de dire « Hey, nos derniers modèles sont tellement forts qu'ils commencent à avoir des comportements émergents qui nous permettent de dire qu'ils sont en train de développer une forme d'agentivité qui peut être problématique, et en même temps de dire on est capable de les évaluer, on a l'expertise pour trouver puis proposer des solutions, donc vous devriez nous faire confiance et, entre guillemets, continuer à investir là-dedans parce qu'on s'approche du but, puis qu'est-ce qui montre aux investisseurs qu'on s'approche du but? Ben, c'est que nos systèmes commencent à développer des comportements émergents ou des capacités émergentes. Des capacités, c'est des ensembles de capacités dans le but d'atteindre un objectif, émergentes qu'on n'avait pas anticipées encore. Donc, on s'approche tranquillement, pas vite, d'une intelligence artificielle. En faisant,
pas sûr que c'est un plan machiavélique non plus, mais Je il pense pas faut que ce être soit un plan conscient de ce machiavélique. genre de discours-là. Non, je sais que tu le penses pas non plus, mais en tenant ce genre de discours-là, il y a des dangers parce qu'on se rapproche d'une intelligence générale, de la singularité. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'on est en train de développer des outils hyper puissants. Donc, on est bon, on construit des outils hyper puissants, puis il y a des dangers. Puis on a les solutions pour résoudre ces problèmes associés aux dangers identifiés. Fait Des que solutions d'un et point la de vue économique, sagesse. là, je ne veux pas être sarcastique, là, mais d'un point de vue économique, c'est un modèle payant, là. Parfait. Là. Ben oui, c'est ça, exact. C'est pour ça que j'appelle ça un discours de légitimation. C'est comme un... Puis ils font pas juste dire qu'on a l'expertise, ils disent qu'on a la sagesse aussi pour y aller. On comprend les besoins de la société civile. Stéphane, vas-y, man. Ouais, je vais me faire un peu l'avocat du diable. T'es là pour ça. Let's go. On pourrait aussi dire que c'est une forme de transparence, parce que, ils communiquent très régulièrement sur ce qu'ils produisent, effectivement. Alors, ça leur fait leur promotion. Sur les risques qu'ils envisagent, là, ça fait aussi du buzz, donc ça fait aussi de la promotion, effectivement. Mais on peut, en tout cas, ils communiquent très, très, très régulièrement. À tel point qu'effectivement, ça devient très très compliqué de suivre toutes les communications de partout sur les sujets. Mais bon, c'est aussi peut-être une forme de transparence, c'est-à-dire que peut-être qu'ils découvrent au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils ont une expertise derrière, donc j'imagine qu'ils suivent ça de plus près, mais ils avancent aussi. Au fur et à mesure et communiquent au fur et à mesure. Enfin, on peut espérer que c'est ça. Mais tout à fait, mais je pense que c'est la confiance qu'on a envers celui qui est transparent. Là, quand on dit des choses, moi, je vais avoir confiance envers ces personnes-là. C'est pour ça qu'avoir des enjeux économiques, des objectifs financiers, tout ça, ces compagnies-là, ils nous disent peut-être et fort probablement la vérité. Mais moi, c'est la confiance. Je me dis tout le temps, est-ce qu'ils me disent ça parce que c'est vrai ou ils me disent ça parce que c'est payant de me dire ça. Là. Fait que moi, là, je rêve de... La recherche, pas pour rien là, que moi, je pointe dans cette direction-là. Ça me prend des outils un peu plus neutres ou avec des objectifs de neutralité et puis de service public qui sont bien financés pour avoir peut-être le même genre de discours, mais un discours dans lequel on pourrait avoir un peu plus confiance, ou au moins qu'il n'y aurait pas le soupçon toujours, qui est toujours là dans le coin de ma tête. Sont-ils essayés de me vendre? Essayent-tu de me vendre quelque chose ou c'est bon, là? J'ai toujours ce doute-là. Là. Ouais, c'est ça. Puis le problème avec ça, c'est, je suis allé lire l'article qui est disponible sur le site de Loisero, là, dont le titre m'échappe puis que j'avais noté à quelque part. Hein, ce sera pas long, je vais le retrouver. C'est parce que c'est un titre compliqué quand même. Prends le temps de le trouver. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça va me revenir. Mais c'est que, il y a une différence entre être transparent puis dire la vérité. Tu peux continuer à dire la vérité puis en même temps pas tout dire. Fait que ça c'est... Puis le contrôle de l'information, c'est la prérogative d'une organisation privée, qu'il s'agisse d'une organisation à but lucratif ou à but non lucratif, peu importe, là, c'est leur privilège de retenir l'information qu'ils peuvent transmettre ou pas. Fait que ça, c'est sûr. En même temps, il y a des solutions pour rétablir la confiance. Par exemple, au lieu d'écrire sur Archive puis de signer un article avec un paquet de monde là-dessus qui travaillent ou qui sont affiliés à OpenAI ou à une autre compagnie, donner ça à des chercheurs indépendantes qui possèdent quelque chose puis qui vont être une expertise suffisante puis qui vont être capables de traiter ça. Par exemple, Arvind Yaranayan puis comment il s'appelle donc Sayash Kapoor de Princeton, tu sais, qui ont vraiment une approche, qui ont rédigé un article qui s'appelle l'IA comme une technologie normale récemment, là. AI as a normal technology, puis qui est très nuancé, qui est pas, c'est pas des ludites là, c'est pas des gens qui sont plus critiques comme moi non plus, puis en même temps c'est des gens qui possèdent une grande expertise, mais donner, tu sais, si Anthropic disait, on va signer des ententes, mais on va permettre la recherche indépendante pour aller voir au cœur de nos modèles puis faire une évaluation qui est clairement indépendante, là, pour moi, ce serait vraiment quelque chose d'éclairant puis d'intéressant, tu sais, parce que là, on pourrait vraiment voir qu'il y a une collaboration, puis des discussions, puis une dynamique entre le privé qui développe ces choses-là, puis le public. Alors que là, ce qu'on a, c'est Anthropic qui déclare que son système a menti ou trompé,
Ensuite, on a OpenAI qui déclare à peu près la même chose. Puis, on a des organisations, des instituts, là, ce que je vais mettre entre guillemets, là, pas parce que les gens qui travaillent là-dedans ont pas d'expertise, loin de là, mais c'est parce qu'ils ont des postures particulières envers l'intelligence artificielle et cette technologie-là, comme par exemple Apollo Research, qui est une de celles qui n'a pas été citée explicitement dans les communications publiques de Yoshua Bengio à propos de loi zéro, mais qui signe quand même ces articles-là qui évaluent les modèles algorithmiques puis l'incidence du risque des systèmes algorithmiques. Ouais. Ben, Apollo Research, ça entre dans une espèce d'écosystème de financement très proche de l'altruisme effectif qu'on connaît déjà, puis qui sont souvent présentés comme des doomers, là, Ilya Sutskever de OpenAI. L'espèce de beef qu'il y avait entre Ilya Sutskever puis qui a étudié avec Hinton, qui est un pupille de Hinton, puis qui avait une espèce de désaccord avec Sam Altman, qui est un accélérationniste. Puis, je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était vraiment oui, je me souviens de cette tension-là. Ben, Apollo Research, ça vient de là, puis ça découle notamment du centre de recherche d'alignement d'OpenAI. Puis il y a Meter aussi là-dedans qui fait à peu près le même genre de choses. Fait que c'est pas des instituts qui sont complètement transparents, là. C'est ça ma position, au sens où c'est privé, ça a des postures. Ils sont pas totalement transparents, puis même quand ils le sont, il y a toujours... c'est ça, là, je pense que cette notion-là de confiance envers le messager, là, c'est super important. Là. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Fred là, sur cette partie-là. Et je me posais la question vis-à-vis du nucléaire, parce qu'on a la même problématique vis-à-vis du nucléaire, et je pense que il y a des contrôles de ce qui se fait en nucléaire, au niveau des États, etc. Même entre États, c'est surveillé. Et on pourrait effectivement envisager un contrôle. Alors soit, moi j'aime bien l'idée d'un contrôle universitaire par exemple, ou de la recherche qui serait autorisée à jeter un œil dans les données sources, celles qui ont été utilisées pour valider ce qu'on nous dit à la limite. Là, mesurer les modèles, ça serait une très bonne chose. Okay. J'aime bien cette idée. Merci Stéphane. On n'aura pas le temps de faire le tour de cette... on a fait un bon grand bout sur ce beau sujet-là. On va passer à un autre... Tiens, avant de conclure sur... j'ai retrouvé la phrase en question dans le communiqué. Ça dit à la fin du projet du communiqué de Loi zéro. Chez Loi zéro, nous croyons que le fondement même de tout système d'IA de pointe devrait reposer sur un engagement essentiel. 2 points. Celui de préserver la joie et les aspirations humaines. Ah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? OK. Deuxième tour de table. Banc d'essai chronique. Tiens, j'aurais envie de me tourner vers Stéphane. Stéphane, tu as fait un banc d'essai. Tu me disais que tu avais testé quelque chose. Qu'est-ce que tu as testé pour nous? Ouais, alors il y a quelques nouveautés chez OpenAI, en tout cas en France. Je ne sais pas si vous les aviez avant nous ou pas, mais en tout cas je voudrais en parler parce que ça fait pas trop longtemps que c'est là, et en même temps c'est un test qui m'a été encouragé par OpenAI. Donc je me suis pas privé, j'ai voulu voir ce qu'ils me proposaient comme test. Alors tout d'abord la fonctionnalité qui fonctionne maintenant plutôt bien, c'est la mémoire du modèle de langage, donc qui va retenir les différentes conversations qu'on a pu avoir avec lui et qui va s'en servir pour dans les prochaines discussions. Ouais. Et il y a 2 niveaux. Il y a une mémoire où il arrive à enregistrer des éléments qui lui paraissent importants. Ça pourrait être des éléments de ma vie, des choses que j'aime bien ou pas. Donc ça, il va les stocker dans une mémoire. Mais il va également, avec mon autorisation, qu'ils m'ont demandé, donc j'ai coché oui, évidemment, parce que je veux tester. Et donc, il va vérifier un petit peu dans l'historique des conversations. Et alors, le test que j'ai... Donc toi, tu as dit oui à cette application-là en disant « Oui, retiens des choses sur moi, tire des conclusions, retiens des mots, fais une analyse. » Exactement, je dis oui à tout. Je teste tout. Alors effectivement, c'est assez surprenant parce que alors j'ai dit oui
quand il pose la question, au début, on sait pas trop ce qu'il nous propose, donc on dit oui de toute façon, et puis après, on voit le résultat. On peut revenir sur la décision, donc c'est pas mal. On peut aussi supprimer cette mémoire, on peut la vider. On a du mal, on peut éliminer certaines choses qu'il a retenues, pour pas qu'il s'en resserve, mais on n'a pas un contrôle total. Je peux pas, par exemple, facilement manipuler ce qu'il aurait en mémoire. Mais je peux lui dire de temps en temps, stocke ça en mémoire, tiens, rappelle-moi que j'ai ça à faire, et puis il va me le ressortir un petit peu après. Alors ça rajoute plusieurs choses. Ça rajoute un côté. Ouais, à quoi ça sert? Ouais. Alors à quoi ça sert? Pour nous, ça va rajouter un côté un petit peu. Déjà, il a moins le côté poisson rouge, hein, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir une connaissance et on va créer un lien sur la durée avec ce robot. Avec cette machine. Et ça, c'est un peu troublant parce que je le vois chez certaines personnes, il y a une espèce de confusion. Donc, je suis souvent obligé de rappeler que c'est un algorithme en face, quoi. On parle à une machine parce que les personnes commencent à s'attacher. Oui, on peut avoir l'impression qu'on nous connaît mieux. Exactement. Et puis, il a tendance, et ça, je crois que c'est Fred qu'on avait parlé, tendance à ce qu'on pourrait dire cirer les pompes, ou en tout cas. Ouais, flagorneur. Très flagorneur, donc c'est très séduisant, etc. Donc il est vraiment très fort là-dessus, et il va absolument nous faire plaisir, même un peu trop, honnêtement. Moi, ça m'a dérangé. À un moment donné, je suis rentré dans le paramétrage de mon prompt initial, et je lui dis, remets toutes mes décisions, enfin toutes mes phrases en question, fais de la contradiction, arrête d'être d'accord. Enfin là, je lui ai rajouté toute une liste de choses pour qu'il soit voilà, parce que c'est insupportable. Ah oui. Et alors bon, j'en viens au test. Alors le test qui était proposé et qui a été partagé sur LinkedIn par OpenAI, c'était de demander à ChatGPT d'analyser les angles morts émotionnels de la personne, ou en tout cas les tentatives de contrôle sur ce que peut dire une personne. Enfin, en tout cas, essayer d'analyser ce qu'on voit pas. Ce qu'on nous dit, puis ce qu'on nous cache dans notre discours. Là. Donc, essayer de voir si... ce qu'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je parle, peut-être je vais essayer de, par mes préoccupations, en tout cas, j'ai un positionnement psychologique qui m'emmène quelque part, mais je vois peut-être pas ce que je fais pas. Voilà. Ah, ok, oui. Voilà. Donc, en gros, c'était... voir si l'IA est capable de détecter des choses que je ne vois même pas moi-même. C'est ça, exactement. Faire une petite analyse psychologique de la personne qui discute avec elle. Puis, ça marche-tu? Est-ce que tu as fait des... Alors, c'est très impressionnant. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Parce que je parle beaucoup à ChatGPT, donc il connaît beaucoup de choses sur moi. et tu parles du texte avec ChatGPT ou c'est... alors ça, c'est un sujet que je pourrais revenir après. J'utilise... vas-y. Il y a trois façons, enfin même 4 façons où je peux l'utiliser. Donc, c'est soit en texte. Je fais souvent des échanges de texte. J'utilise beaucoup pour faire des brainstorming. Et donc là, du coup, il est super content. Et je l'utilise aussi vocalement, notamment quand je prends la voiture. J'utilise le mode vocal. Et dans les modes vocaux, il y en a 2, même 3. Il y a 3 modes vocaux disponibles aujourd'hui. Mais j'en parlerai après, alors. Ça me fera une petite parenthèse après. Donc, tu communiques avec l'outil, tu lui écris, tu lui parles, puis il essaye d'analyser sur toi. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il a trouvé sur toi, là? Je veux pas. Là, alors, pour le coup, alors, comment j'ai fait mon prompt? T'es pas obligé de nous le dire non plus. J'ai fait mon prompt en lui disant, voilà, essaye de découvrir tous mes angles morts, de pouvoir dire tout ce que tu veux, mais vas-y sans filtre, parce que vraiment, ça... Wow. Plus de ces filtres. Sans filtre, n'aie pas peur, j'ai pas de souci, tu peux y aller, n'hésite pas, etc. Bon, alors, il reste très flatteur malgré tout ça. Hein, j'étais très content de l'analyse. Par contre, il était j'ai trouvé très pertinent quand même, parce que il arrive. Alors, dans la discussion, je lui ai demandé de justifier tout ce qu'il me disait. Et il arrive à retrouver des bouts de phrases par-ci, par-là, en disant, voilà, puisque tu as dit ça, alors tu es comme ci, puisque tu as dit ça, alors tu es plutôt comme ça. Et du coup, c'est ça... fatigant, c'est un ami qui te fait ça, là. Tu l'haïs, cet ami-là, là. Ah oui, t'as dit ça il y a 3 semaines, hey!
Et, Ça fait 3 semaines, c'est passé. et donc, en tout cas, il définit un certain profil. Et après, je me suis amusé. J'ai fait d'autres. Je lui ai fait faire un test MBTI, tous les types de tests psychologiques qui existent un peu sur le marché, un peu qu'on trouve dans les différentes formations ou en entreprise, etc., pour connaître les profils des managers, etc. Et en fait, il arrive plutôt bien, on va dire, à cibler et à faire quelque chose que je peux retrouver dans les différents tests que j'ai passés dans le passé Ah oui. dans mes formations. Alors qu'il se base que sur les exemples, enfin, que les échanges qu'on a pu avoir. Bon, alors ça, c'est la première couche, on va dire, hein, le côté un peu waouh, c'est impressionnant. Et puis après, bah, j'ai quand même décidé de l'envoyer à une amie qui est psychologue et je lui ai demandé de me dire ce qu'elle en pensait quand même. Donc j'ai envoyé carrément toute la discussion. Je dis bah vas-y, débrouille-toi avec ça. Tu parlais de transparence, là, t'es l'incarnation même de la transparence. Vas-y, regarde là, mes secrets détectés par un IA. Voilà. Et alors elle me dit bon bah voilà. Alors c'est bien, mais bon il y a des confusions. Il confond par exemple euh, certains concepts sur, par exemple, les émotions. Enfin voilà, ce qu'il appelle émotion, c'est pas forcément des émotions, ça peut être des sentiments, etc. Donc, bon, ça c'est une parole d'expert, on va dire. Ben oui. Ensuite, et elle a tout à fait raison, c'est qu'il se base uniquement sur ce que je veux bien lui présenter. C'est-à-dire que moi, je discute avec lui sur mes projets informatiques, je discute avec lui sur mes problématiques du moment qui sont souvent techniques. Donc, il a aussi une analyse qui est très biaisée. C'est-à-dire qu'il moi, il me connaît pas dans la vie de tous les jours. Et donc, il a, voilà, il voit qu'un profil et qu'une partie du profil. Donc là aussi, il y a un côté biaisé sur l'analyse. Puis à ChatGPT, est-ce que tu lui as fait part des rétroactions de ton ami psy? Non, ça serait intéressant, effectivement. Tant qu'à être transparent puis couler de Des deux côtés. l'information sur un serveur d'OpenAI, tu peux mettre tes courriels, échanger avec ton ami, puis... Alors, pourquoi pas, ça serait... Ah oui, ouais, t'es moi, là, hein? ouais, ouais. Moi, en tout cas, moi, voilà, je joue, je fais le cobaye, j'hésite pas à me lâcher hein, pour voir Ben un petit oui, peu ben comment oui. ça. Et c'est là et ça me permet de tester ces choses-là, mais en tout cas, donc, j'ai aussi le sentiment que, un petit peu comme toutes les professions, c'est-à-dire que souvent quand j'ai présenté ChatGPT à une personne, la personne dit ah oui c'est vrai ouais il y arrive hein. Mais bon alors par exemple si c'est un comptable ah oui mais bon il arrive quand même pas à trouver le point expert de la comptabilité etc. Les avocats pareil ah oui c'est pas mal ce qu'il fait mais bon quand même nous ce qu'on fait c'est mieux etc. Et donc j'avais l'impression aussi que la psychologue faisait un petit peu cette démarche un peu défensive de dire oui non mais bon quand même ils y arriveront jamais à faire ce qu'on fait parce que nous on est vraiment très, très fort. Ouais, à ça, j'ai toujours envie de dire, oubliez pas que c'est la pire version des 20 prochaines années là, qu'on a en ce moment. Là. Fait que ça se peut bien que ça devienne de mieux en mieux, de plus performant. Là. Moi, Et, ce que je crains le plus, là, c'est le good enough. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? avoir un modèle qui est capable de faire ou d'avoir une relation comme ça ou d'apporter de la réflexivité, ben, il y a une différence entre le modèle algorithmique qui fait quelque chose de bien puis le modèle algorithmique qui fait quelque chose de suffisamment bien. Pour nous satisfaire. Là. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, exact. Puis moi, ce que je crains, c'est vraiment le good enough technology. C'est-à-dire que ceux qui développent ça chez OpenAI ou ailleurs, puis tu sais, il y a plein d'histoires. Là. Récemment, il y a un jeune qui s'est suicidé là, à la suite parce qu'il y avait une relation amoureuse avec Ouais, on entend ces Rhaenyra histoires-là. Targaryen. Là. Ben oui, ça. je me rappelle de Ça, ça. avec Character AI, mais c'est pas le premier. Il y a d'autres cas qui sont parce que je m'intéresse à la question du AI-colisme, là, comment ces éléments-là créent de la dépendance pour des raisons purement de recherche. Là. C'est parce que si c'est déployé dans une organisation, puis que tous tes employés se mettent à devenir dépendants de la machine, Ouais, il y a puis un au lieu de problème du chatter côté avec de leurs l'innovation. partenaires de bureau, ils sont tout le temps en train de chatter avec OpenAI. Ouais, ça les isole, ça freine l'innovation, tu sais, bref, un paquet d'affaires comme ça. Fait que je m'intéresse un peu à ça, puis ce que je crains le plus, moi, c'est ça, c'est ce good enough-là, c'est-à-dire l'équipe dit, on le sait bien que ça fera pas exactement ce qu'un professionnel ou une professionnelle en psychologie va faire, mais c'est suffisamment bon pour l'ensemble du monde. C'est comme les gestionnaires qui décident
de dire, ben, je vais utiliser le modèle, le niveau PhD d'OpenAI parce que c'est suffisamment bon pour mes besoins. Ou je vais faire générer des articles de faits divers pour mon média parce que c'est suffisamment bon pour la C'est clientèle. intéressant. Puis moi, c'est ce good enough-là, cette Au lieu habitude-là. de... C'est Moi, j'ai good une enough. vision assez optimiste en disant, bon, ils vont finir par toujours croître, puis on va avoir des outils extraordinaires, mais toi, tu dis que ça va Non, moi, c'est plafonner, puis quand on va avoir good enough, quand c'est good enough, là, après ça. Tu sais, ça donne c'est rien. good enough d'avoir d'utiliser ChatGPT pour écrire mes essais. Puis Stéphane, sur ton expérience, good enough ou Alors, est-ce que c'est assez bon ou c'est très bon ou qu'est-ce que tu en penses? Moi, je l'ai trouvé très bon quand même sur l'analyse et vraiment, enfin, j'ai essayé de le challenger sur beaucoup de choses et vraiment, moi, je trouve ça impressionnant. Évidemment, il se base que sur ce que j'ai pu dire. Il y a aussi, lorsque j'ai des discussions, des fois, il y a des choses qui sont sérieuses, des choses un peu moins sérieuses. Et donc, du coup, il mélange les deux. C'est-à-dire que pour lui, ça a quasiment la même importance. Donc, même si c'est quelqu'un qui a joué avec mon chat GPT, par exemple, bah, il va ressortir cette phrase-là alors que bah, sorti du contexte, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc toutes les discussions que je peux avoir avec le chat GPT n'ont pas le même objectif. Et donc lui, par contre, c'est un espèce d'amalgame. Alors ils ont fait des projets maintenant, tu peux aussi regrouper tes discussions dans des répertoires en quelque sorte. Et donc, mais ça reste, c'est pas complètement étanche. Donc, il y a un petit peu de. Donc, quand je veux être sérieux au travail, bah, j'ai du mal à l'avoir sérieusement. Je crois que la version pro, elle, par contre, ils ont des répertoires étanches, ce qui fait que c'est comme si tu avais des instances de ChatGPT différentes. La version payante est pas suffisante, je pense. Par contre, alors ce qui m'a beaucoup surpris, c'est pendant un moment, il luttait un petit peu contre les diagnostics médicaux, etc. Là, en psychologie, aucune limite. C'est-à-dire que là, allez, bah, il me proposait, si tu veux, on peut régler ce problème-là. On va trouver des exercices psychologiques pour faire ça. Ou, Oui. voilà, il allait très très loin. Et alors, du coup, à un moment donné, je dis, bah tiens, fais-moi un compte rendu. Qu'un professionnel pourrait recevoir avec ce diagnostic. Et là, il m'a fait tout un courrier très comme si c'était un médecin, quoi. Et avec tout le vocabulaire qui va bien. Hein. Et là, j'ai dit, bah non, là, en fait, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que pour le diagnostic médical, enfin, en tout cas, psy, ça ne les dérange pas de prendre le contrôle des gens, quoi. Oui, des recommandations médicales, pharmaceutiques, peut-être pas, mais psychologiques, pourquoi pas? Psychologique, aucun souci. Alors là, aucune barrière. Qu'est-ce que j'ai pu noter encore alors après, voilà, moi ce qui m'inquiète plus, et parce que là j'en ai pas parlé, hein, ce qui m'inquiète plus, c'est ok, bon, moi je fais ça, je suis tout seul, je m'amuse, etc. C'est très bien. Par contre, si on est nombreux à faire ça, hein, et s'ils sauvegardent de tout ce qu'on dit de cette façon-là, dans ces mémoires-là, s'ils sont capables d'analyser des profils psychologiques des gens sur la base des discussions, voilà, il y a un petit côté. Tu tombes sur un Claude AI qui te fait des menaces avec ce que tu lui as confié. Disons que j'ai une petite alerte qui me dit, bah ok, nous on l'utilise comme ça, donc ça c'est l'interface utilisateur, mais derrière il y a une entreprise. Et l'entreprise, les données, ça t'intéresse. Les données, pourquoi pas faire tu vois, pourquoi pas les utiliser pour faire une analyse de la population mondiale, du comportement des gens dans certains pays, enfin, etc. Et ça, on le voit pas, du coup, parce que ça serait forcément derrière. Et donc voilà, il y a ce côté-là qui est plutôt inquiétant, je trouve. Pour avoir utilisation de ton profil psychologique et de tes failles pour te faire de la publicité ciblée, peut-être. Par exemple, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, effectivement, parce qu'ils connaissent mes failles. Influencer ton comportement aux prochaines élections. Aux prochaines élections. Alors, ça pourrait se faire au sein de la discussion de ChatGPT, mais ça pourrait être revendu ou réutilisé autrement. Enfin, ça, je suis pas sûr qu'on ait la maîtrise, en tout cas, de ce qui se passe derrière de ces données. Il pourrait y avoir un pays qui demande des analyses sur un groupe de personnes, puisque finalement, on pourrait parler comme ça très, très ouvertement. On a l'impression que c'est secret, mais voilà, enfin, c'est quand même. Non, c'est pas secret. Voilà, c'est un peu ces éléments-là qui me font. Voilà, qui me déclenchent une petite alerte. Quoi. Surveillance des individus,
du comportement des individus, surveillance de masse, puisqu'il y a je ne sais pas combien d'utilisateurs aujourd'hui sur... Non, c'est des enjeux qu'on a souvent identifiés. Ouais. Ben, merci Stéphane d'avoir testé ça pour nous, d'avoir donné ton corps et ta psyché à la science des données. Fred? Il y a quelques recherches qui commencent à s'intéresser justement à ce type d'utilisation-là de l'IA générative. Puis je pense que c'est le Rolling Stone, la revue Rolling Stones, qui récemment rapportait qu'il y avait eu des nouvelles, qu'il y avait eu un divorce, en fait, qui avait eu lieu entre un mari et son épouse, parce que le gars s'était mis à justement discuter avec une IA générative quelconque, puis tranquillement, pas vite, l'IA générative l'aurait convaincu que que cet homme-là avait contribué à faire en sorte que le modèle d'IA génératif devienne conscient. Fait que dans sa discussion, le mari en question était convaincu qu'il avait réussi à provoquer l'éveil de la conscience de son modèle d'IA qui, je m'en étonne pas vraiment, mais en tout cas, qui a un genre féminin. Fait que t'as un homme blanc d'un certain âge qui vraiment soudainement se sent investi du pouvoir de générer de la conscience puis de la génère de la vie. C'est fou. Fait que là, puis le modèle d'IA s'est mis à y raconter une histoire de complètement abracadabrante, qu'il était surveillé à cause de ça, puis que c'était un pouvoir qui était particulier. En tout cas, bref, vous irez lire ça dans le Rolling Stones. C'est fascinant. Ouais. Merci, Fred. Écoutez, de mon côté, on va finir sur ce test. J'ai testé Notebook LM en français. C'est possible de l'utiliser. Vous vous rappelez de Notebook LM, là, j'avais fait un résumé d'un épisode avec leur fameux... c'est possible de générer une espèce de petit extrait audio, deep dive. Je vous ai montré des extraits en anglais. C'est possible de faire la même chose maintenant en français. En fait, il y a quelques petites manipulations à faire. Là. Si vous demandez comment faire, vous irez voir là, sur les internets. Si j'ai réussi à le trouver, là, vous pouvez sûrement le trouver. C'est simplement là, de ajouter quelques prompts pour mettre tout ça en français, parce que c'est possible, mais dans certains pays, c'est pas par défaut, ça tombe pas nécessairement en français. Donc, je l'ai fait. Voici le résultat. Donc, je lui ai demandé de résumer l'épisode, pas l'épisode avec Yoshua Bengio, mais l'épisode qui a suivi notre analyse de l'épisode de Yoshua Bengio. Puis vous allez voir qu'ils disent des affaires qu'on dit encore même aujourd'hui. Donc, Deep Dive en français, le résultat, ça ressemble à ça. Vous allez voir, je lui avais demandé, il faudrait que tes intervenants parlent en français, mais avec un léger accent québécois. Puis vous allez voir que, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai dit léger, mais l'accent québécois est un peu là au début, puis à un moment donné, ça verse rapidement vers la France. On dirait le parcours de notre podcast, là. Ça commence au début au Québec, puis à la fin, on finit en France. OK, ça commence comme ça. Aller chercher les points clés de cet échange pour comprendre la tension entre le potentiel fou de l'IA puis les questions de contrôle, de valeur, les risques, quoi. C'est ça. Alors, commençons par le début. Le point de départ, c'est vraiment l'alerte lancée par Bengio. Oui. Ces inquiétudes sur les risques, même existentiels, la peur qu'on perde le contrôle finalement. Et son analogie là, du bébé ours. Exactement. L'IA comme un bébé ours mignon aujourd'hui, mais qui pourrait devenir un grizzly puissant, potentiellement dangereux si on n'est pas prudent. Ça a vraiment marqué les esprits dans la discussion source. Puis ça amène directement à la question des valeurs, non? Comment on aligne l'IA sur nos valeurs? Ben oui, bien, ça va et c'est là que ça devient compliqué. Au français, là. Comme le disait l'expert technique dans l'émission, de quelle valeur parle-t-on au juste? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a même un consensus possible à l'échelle mondiale? C'est pas évident. Pas du tout. Si on prend l'exemple des filtres d'OpenAI, ils visent le harcèlement, la haine, les trucs illégaux, certains contenus sexuels. Mais où est la ligne? Oui, c'est tellement subjectif. Et ça change d'une culture à l'autre. On imagine bien qu'une IA chinoise aurait des filtres basés sur des valeurs, mettons, assez différentes. C'est clair. Ce qui nous amène à un autre point super important soulevé dans la discussion, l'idée que le danger, c'est pas juste l'IA elle-même, le grizzly. Ouais. Mais aussi maman ours. Exactement.
c'est-à-dire ceux qui la développent, qui la contrôlent, les grosses entreprises, les États. Tout à fait. C'est la perspective. Ah, vous l'avez entendu, hein, que ça basculait tranquillement? Petit glissement. Bon, en même temps, ça nous impose le constat que on dit des choses et on répète certaines choses. Hein. On l'a fait aujourd'hui, là, c'était l'épisode qu'on avait fait suite à Yeshua Benjo. On faisait des constats à l'époque qu'on refait encore aujourd'hui. Voilà ce que je voulais. Parce que les choses changent peu. Peut-être parce que les choses changent peu. Et nous, de même, nous changeons très peu. Écoutez, on va conclure cet épisode là-dessus. Allez tester Notebook LM, allez faire vos propres résumés. Et, tu ne veux pas parler de l'IA scientifique? L'IA scientifique, je m'excuse de t'interrompre aussi bêtement que ça, c'est juste parce que c'est la proposition de loi 0. C'est le Scientist AI. Mais peut-être qu'on pourra faire une émission spéciale là-dessus. D'accord, Fred. Désolé. Excuse-moi, j'attendais le moment pour en parler, puis il n'est pas venu. On peut y aller. Vas-y, Fred. Parle-nous Non, c'est correct. Il faut conclure. Concluons. Mais c'est le premier produit qui est envisagé par loi 0, puis il est intéressant quand même. Tu feras un suivi peut-être au prochain épisode là-dessus, Fred? Oui, absolument. Je vais avoir lu tous les articles disponibles là-dessus, puis je vous reviens. Alors, on va conclure ce 112e épisode d'IA Café là-dessus. De bien beaux thèmes encore aujourd'hui. Allez lire Fondation, les robots, cet été, les doigts de pied en éventail sur la plage. Ça reste des vrais bons classiques. Ce sera tout pour IA Café. Merci à vous tous et toutes de nous suivre depuis les tout débuts. À l'époque où c'était plutôt Québec et maintenant un peu partout en France. Merci à mes fidèles collaborateurs cette semaine. Frédéric Plamondon, merci. De rien, pas tout. À bientôt. Et Stéphane Minéo, merci. Merci. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Partagez notre podcast, parlez-en, communiquez, commentez plutôt nos publications, allez faire votre boulot. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.